Bon, pour commencer, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous voir ici et non pas dans les endroits où on s'est vu précédemment, puisque témoigne au moins pour vous d'une certaine évolution. Euh, Aujourd'hui, cela dit, on va revenir en arrière et partir sur des bases que vous connaissez pour la plupart déjà, puisque le sujet de ce premier cours d'histologie dans ce système est histologie des secteurs d'échange. Donc en fait, on va revenir sur le fait ou sur la notion que dans l'appareil circulatoire, excusez-moi, que dans l'appareil circulatoire, il y a une partie de cet appareil qui en gros est située dans tout ce qu'on appelle les tissus périphériques, c'est-à-dire partout ou à peu près dans le corps humain, où se produisent des échanges, ou peuvent se produire des échanges entre le sang circulant et les tissus qui sont situés autour, entre guillemets, du sang, c'est-à-dire en l'occurrence autour des vaisseaux sanguins au travers desquels peuvent se faire des échanges, c'est-à-dire ceux qu'on a définis, version première année, comme les capillaires sanguins. C'est évidemment au plan fonctionnel le territoire où se passent les choses les plus importantes, si on est un peu finaliste de la circulation sanguine, mais ça implique, pour qu'il y ait un secteur d'échange, qui est bien sûr une pompe qui fasse circuler le sang, vous le savez déjà, cette pompe s'appelle le cœur, et vous en connaissez, moi je l'espère, les grands principes de l'histologie. On ne va pas y rajouter grand-chose. Et deuxièmement, qu'il existe entre le cœur et les tissus périphériques, entre le cœur et la zone où il y a des secteurs d'échange, un système de vaisseaux qui permettent d'assurer la distribution du sang, aller et retour, un système artériel et un système veineux. Vous vous souvenez sans doute du cours de première année que ce système artério-veineux est par définition constitué de vaisseaux dont la paroi est trop épaisse pour permettre des échanges entre le sang circulant et la périphérie. Donc ce sont des conduits qui ne sont pas totalement inertes, dont la structure pariétale est organisée de façon différente, suivant que le vaisseau est soumis à des fortes pressions de circulation, cas des vaisseaux artériels, et tout particulièrement des vaisseaux artériels de la grande circulation comme l'aorte, bien sûr, et les vaisseaux veineux qui sont soumis à des pressions de circulation de retour beaucoup plus faibles. La différence entre les deux, elle tient non pas dans l'organisation de base de la paroi qui partout, à tous les niveaux, contient une intima, une média, une adventice, mais dans le fait que dans le système artériel, et là notamment où les vaisseaux sont soumis encore une fois aux pressions les plus importantes, donc dans les plus gros des vaisseaux artériels, on trouve une armature qui possède le tissu qui permet de s'adapter à ces pressions et de restituer à la paroi l'énergie qui a été fournie par l'onde sanguine qui arrive, bref, du tissu élastique. En d'autres termes, système artériel, système veineux. Dans le système artériel, on trouve plus ou moins développé, très développé dans les gros vaisseaux, beaucoup moins dans les tout petits, une armature élastique. Rappel qu'on ne trouve pas dans le système veineux, puisque dans le système veineux, il n'y a pas les mêmes pressions de circulation, ce que vous savez déjà, ce qu'on vient de redire. Le cœur, c'est la pompe, égale en physiologie automatisme cardiaque. Le système des vaisseaux artériels et veineux, que ce soit dans la petite ou dans la grande circulation, c'est ce qu'on a assez longtemps, et en histologie encore, défini comme le secteur de la macrocirculation. Une circulation qui se fait dans des vaisseaux relativement volumineux, et là pour nous le petit sous-entendu est suffisamment volumineux pour que la paroi soit épaisse, égale pas d'échanges transpariétaux justement, et un territoire de la macrocirculation qui emmène le sang d'un endroit à un autre. Dans de très nombreux territoires, peut-être pas inutile que je vous le redise parce que c'est quand même une base d'anatomie et de chirurgie classique et importante, dans de très nombreux territoires qui vont avec cette macrocirculation où il y a des artères et des veines, les artères et les veines sont organisées les unes par rapport aux autres, et la règle de base la plus simple, c'est la règle des pédicules vasculaires, où on a souvent dans tel ou tel territoire une artère flanquée d'une ou éventuellement deux veines satellites, deux veines de retour homologues, dans une atmosphère conjonctive, et au niveau desquels on trouve également des filets nerveux qui vont se répartir dans les mêmes travées conjonctives que si entourent les artères et les veines, ce qui fait que cette notion définit ce qu'on appelle les pédicules vasculo-nerveux. Je crois que vous en avez au programme des enseignements dirigés. Si vous prenez fantaisie d'aller à ces enseignements dirigés d'histologie, virgule, ce que je vous recommande le plus vivement, pointe à la ligne. Bien.
il fallait que ça soit dit, donc autant le dire de façon bête et triviale, mais ça ne peut pas faire de mal au passage dans une discipline morphologique d'avoir une idée de ce qu'on voit effectivement et de la base à partir de laquelle on a décrit les structures. Enfin, je vous rappelle quand même la règle de base qu'on a entre nous, c'est qu'une structure n'a d'intérêt que si on en comprend la fonction, que si c'est lié soit à une fonction, soit à une pathologie principale. Mais évidemment, ça n'empêche pas de connaître la morphologie avant d'en apprécier la fonction. Et puis, troisièmement, il y a le territoire qui est celui des secteurs d'échange, qui en principe est le sujet du cours d'aujourd'hui, et qui se définit par justement la possibilité qu'il y ait des échanges au niveau de ces vaisseaux, on l'a dit en commençant, qui s'appellent les capillaires sanguins. La définition du capillaire, elle est physiologique pour nous avant d'être morphologique. Elle est physiologique. Les capillaires sanguins sont les vaisseaux du système circulatoire sanguin au niveau duquel il y a des échanges entre le sang circulant et le tissu périphérique. Les physiologistes vous diront, vous ont peut-être déjà dit, je ne sais pas si vous avez eu déjà les cours sur les échanges au niveau des secteurs capillaires. Je regarde, non, pas de réponse, pas vraiment, bon, pas encore. Les physiologistes vous diront alors qu'il y a évidemment tout un ensemble, vous diront le moment venu, pardon, qu'il y a tout un ensemble de facteurs physiques, de facteurs hémodynamiques qui conditionnent ces échanges. Il y a bien sûr les pressions de circulation, la vraie pression, la pression osmotique, d'un côté et de l'autre de la paroi du capillaire. Il y a la vitesse de circulation, la façon dont se fait le flux circulatoire, on en dira un petit mot tout à l'heure. Et il y a aussi bien sûr la structure de la paroi. La structure de la paroi dont il existe un type principal, celui des capillaires qu'on appelle continu, et dont la paroi se résume en gros à, vous le savez déjà, une cellule endothéliale, parce que l'endothélium vasculaire est un épithélium pavimenteux simple, en dessous duquel il y a une membrane basale et, de temps en temps, associée à cette basale, dans un dédoublement de la basale, dit-on, des cellules un peu particulières de type musculaire qu'on appelle les péricytes. Péricytes de type musculaire pour lesquels la version actuelle est de dire que surtout il ne faut pas imaginer une seule seconde qu'ils aient un rôle contractile et qu'ils auraient plutôt des fonctions de régulation de cellules réactionnelles plutôt que d'être une cellule qui permet de, si elles étaient contractiles, on imagine, hein, contraction d'une cellule dans la paroi, ça augmente le tonus, ça augmente la pression dans le vaisseau et donc ça pourrait avoir une fonction vasomotrice. Il semble que ça ne soit pas le cas. Mais pour autant, les péricytes existent bien et morphologiquement ressemblent à des cellules contractiles, sous-entendu, mais ne sont pas des cellules contractiles. Cette paroi, on va le redire dans un petit moment, n'est pas totalement inerte et n'a pas qu'un rôle de paroi limitant un capillaire ou de paroi pouvant être traversée par des substances dans un sens ou dans l'autre, dans le cas des échanges de ces secteurs d'échange. Mais l'une des notions morphologiques qui est importante, c'est qu'il a été défini il y a déjà pas mal d'années que les capillaires sont la zone d'échange, que le sang artériel est amené au niveau des capillaires par un réseau artériel dans le cadre de la macrocirculation qui revient par un système veineux. Mais pendant très très longtemps, il y a eu un véritable dogme en médecine qui était de dire qu'il y a une continuité directe entre les vaisseaux artériels, les capillaires et les veines. Et on sait depuis pas mal d'années que ça n'est pas le cas et qu'il y a dans les tissus périphériques des systèmes avec des variantes qui permettent d'organiser et surtout de réguler la façon dont se font les échanges. Ces systèmes sont ce qu'on appelle, on l'a déjà évoqué ensemble en P1, donc je gage que ça ne va pas vous troubler énormément, sont ce qu'on appelle les unités microcirculatoires. Et c'est à partir de cette notion d'unité microcirculatoire qu'a été définie il y a déjà pas mal d'années, la notion de microcirculation. Cette microcirculation, on le doit à Fulton et on le doit à la description morphologique qu'entre les réseaux artériels et les réseaux veineux, il y a un réseau intermédiaire, un territoire, qui a été défini comme le territoire de la microcirculation, qui a été défini comme micro tout d'abord par sa taille, et l'un des éléments clés de la description de Fulton avait été de dire que le territoire de la microcirculation était celui où on trouvait des vaisseaux de taille inférieure à 50 microns, c'est-à-dire tout petits par rapport aux vaisseaux artériels et veineux de la macrocirculation, enfin relativement petits, puisque bien sûr il y a quand même une transition entre les vaisseaux artériels afférents et les premiers vaisseaux de la microcirculation. Bon.
forcément, il y a une continuité du système vasculaire, elle ne sera pas interrompue à ce niveau. Mais l'élément important de cette microcirculation était de définir qu'il n'y avait pas effectivement une continuité directe entre artères, capillaires et veines, mais qu'il y avait un réseau plus complexe. Et c'est ça qui a conduit à décrire plusieurs types d'unités microcirculatoires, dont la plus commune est celle-ci, qu'on doit à deux auteurs qui s'appellent Chambers et Zweifach d'avoir décrite, et je crois me souvenir vous l'avoir infligée l'année dernière, peut-être même l'année d'avant aussi pour certains malheureusement, au chapitre de description des structures de base, des échanges. Quelle est la signification physiologique de ces unités microcirculatoires communes ? Bien, elle est facilement compréhensible par la morphologie. Le premier point, si on le détaille, c'est de dire que dans l'unité microcirculatoire commune, il y a un vaisseau artériel afférent, quelle surprise, qui est tout petit, on l'appelle donc artériole, ce sont les plus petits vaisseaux, hein, vous vous souvenez du système artériel, et qui a un vaisseau veineux efférent, qui lui aussi est tout petit, qui s'appelle vénule. Et donc, le premier point, il est tout bête, mais heureusement, il correspond à une réalité physiologique élémentaire, mais indispensable, c'est que du sang artériel arrive par une artériole dans un territoire et que du sang veineux repart par une vénule. Entre le sang artériel et le sang veineux, il y a des différences de composition qui sont évidemment liées aux échanges qui ont lieu à tel ou tel endroit. Mais première notion complémentaire, entre l'artériole et la vénule, on ne trouve pas de capillaire, donc il n'y a pas dans les unités microcirculatoires communes, cette fameuse continuité artère, capillaire, veine que j'évoquais tout à l'heure, mais on trouve un vaisseau intermédiaire, un vaisseau qui s'appelle métartériole. Certains appellent métaartériole, enfin peu importe qu'on double le A ou pas. Cette métaartériole, elle permet au sang artériolaire de passer dans le secteur de la vénule, mais elle permet au sang de passer de l'artériole à la vénule au travers d'un vaisseau dont la paroi n'est pas suffisamment fine pour permettre des échanges, donc un vaisseau qui n'est pas un vaisseau d'échange. Sous-entendu, dans les unités microcirculatoires communes, premier point physiologique essentiel de la description, en gros c'est à ça que ça rime l'histoire, le sang peut passer directement de l'artériole à la vénule sans subir, sans faire l'objet d'échanges avec le tissu périphérique. Il faudra donc, et on le sait, que le système se complète d'autres choses, se complète des vaisseaux sanguins dont on sait qu'ils s'appellent les capillaires pour qu'il y ait un secteur d'échange. Il arrive bien sûr, la suite du schéma, c'est de rajouter que sur l'axe circulatoire de base représenté par la continuité artériole, méta-artériole, vénule, viennent se greffer un petit réseau de denses capillaires ou de vaisseaux capillaires, on peut les appeler à loisir d'une façon ou d'une autre, qui sont branchés sur le système, le plus souvent à partir de la méta-artériole et vers la méta-artériole, et qui permettent au sang qui circule entre l'artériole et la vénule, s'il ne passe pas directement de l'une à l'autre par la méta-artériole, d'emprunter le réseau, qu'on pourrait presque qualifier de réseau secondaire, de petit réseau complémentaire d'école buissonnière vasculaire, des anses capillaires. Et là, au niveau de ces anses capillaires, c'est là qu'on trouve les différents types de capillaires du corps humain, et en particulier, je retourne en arrière parce que j'avais mal organisé mon diaporama, les capillaires continus qui sont de loin le type le plus fréquent de capillaires. Alors, capillaire continu confère cours de première année, un diamètre de relativement petite taille, en moyenne on dit qu'il est de l'ordre de 8 microns, donc il y en a des un peu plus petits, des un peu plus grands. Au passage, il y en a des plus petits, donc il y a des capillaires dont le diamètre est plus petit que celui des hématies. Vous pouvez là recaser le couplet que pour que le sang passe dans les capillaires les plus petits, il faut que les cellules soient un petit peu déformables. Et au premier rang de ces cellules, les hématies, ce qui oblige à un certain nombre de propriétés membranaires de l'hématie, mais ce qui implique aussi un certain nombre de liens au moment du passage des hématies entre les cellules qui passent et la paroi du capillaire et ce qui l'entoure. Le sang... Le capillaire continu, c'est un endothélium. Endothélium égale épithélium pavimenteux simple, tellement pavimenteux et tellement simple que quand on regarde en microscopie optique, en tout cas, on voit pratiquement rien et seulement un petit noyau qui fait saillie de temps en temps. Mais
en microscopie électronique et encore mieux sur les schémas, on voit bien que même dans les capillaires les plus petits, il